Bonjour à toutes et à tous. Si tout va bien, je pense que vous nous entendez. Est-ce que quelques-uns d'entre vous veulent bien se manifester, soit par un... Voilà, je vois que ça lève la main, ça fait des pouces, c'est parfait, merci. Je suis Ludovic Allo, je suis directeur adjoint à l'ARS Bretagne. J'ai plaisir à ouvrir et lancer ce webinaire des instances de démocratie en santé bretonne, intitulé Ensemble pour l'engagement et le partenariat. Nous sommes réunis ce matin jusqu'à midi. Alors, avant de regarder plus en détail le déroulé de notre matinée, petit rappel sur le cadre de confort organisationnel que nous avons voulu vous proposer pour ce format webinaire. Il était indiqué pendant que vous patientez, mais je le rappelle. Les micros sont coupés ce matin. Vous allez, par contre, je vous rassure, pouvoir interagir avec nous et nous le souhaitons bien évidemment. On va vous inviter à utiliser le chat pour formuler toute remarque, réaction, notamment lors des séances de questions-réponses que nous allons organiser à plusieurs reprises pendant la matinée. Il y aura deux temps de pause qui sont prévus. Bon, voilà, le programme s'affiche à l'écran, il me semble. Deux temps de pause qui sont prévus, l'un à 10h10 et l'autre à 11h. Ce sont des temps de pause qu'on a voulu dynamiques. Vous savez maintenant que c'est une routine qu'on essaye de mettre en place lors des manifestations organisées par l'agence et ses partenaires. Donc je vous invite à les suivre. Ils seront un peu atypiques, un peu surprenants. Donc voilà, prenez du plaisir autant qu'on en a eu à les sélectionner pour vous. Pour rentrer dans le vif, nous avons la chance ce matin d'accueillir de nombreux témoins et acteurs engagés qui portent haut cette conviction de l'engagement d'usagers, des enjeux de participation, et qui vont partager avec vous leurs expériences, leurs visions de l'engagement et du partenariat au bénéfice des travaux et de vos réflexions en tant que membre des instances de démocratie en santé. Et avant de laisser la parole à Madame Massot, naturellement déléguée régionale de France Asso Santé, qui a largement contribué à l'organisation de ce temps fort, je veux avant toute chose aussi adresser un remerciement chaleureux, appuyé à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour permettre la réalisation de cette journée. On a eu un groupe de travail très dynamique qui s'est réuni régulièrement depuis presque un an maintenant. Donc merci à tous nos partenaires d'une part que je salue et merci aussi à toutes les collaboratrices de l'agence mais aussi de France Asso, du CAPS également qui ont participé à la préparation de cette journée dans un format qui, vous le constatez, qu'on a voulu assez convivial et on trouve que la réalisation est jusqu'à présent en tout cas plutôt satisfaisante. Voilà. Madame Massot. Oui, bonjour, merci pour cette transition. Donc moi, je suis Mireille Massot, déléguée régionale de France Asso Santé. Puisqu'on parle d'engagement, je vais peut-être faire un petit panorama de ce que pour moi représente l'engagement actuellement. Je suis également d'abord je viens de l'UNAFAM, l'Union nationale des familles amies de malades et ou handicapés psychiques. C'est de là que je vais vers France Asso Santé, auparavant 6, puisque j'ai dû commencer en 2017. Et puis, je suis également investie comme représentante des usagers au CHU de Rennes et également membre du Conseil économique et social environnemental de Bretagne, où j'essaye d'apporter de la transversalité entre mes différents engagements, justement, sur la santé, mais aussi, pour citer le dernier, c'est dans le logement social. Voilà, je fais un petit panorama et je n'oublie pas, puisque je vois Thierry, le promotion santé me parle énormément aussi. Donc, pour l'engagement, j'ai envie de dire, je crois pouvoir en parler avec des expériences, mais aujourd'hui, je voudrais parler de France Asso Santé, dire qui nous sommes. Au niveau national, ce sont environ 100 associations agréées du système de santé, soit pour des personnes malades, personnes en situation de handicap, personnes âgées, mais aussi des consommateurs, puisqu'on a par exemple EFC Que Choisir qui est dans notre association.
Notre objectif, c'est de porter la voix des usagers, c'est de les représenter, de faire la promotion et la défense de leurs droits quand c'est nécessaire. Où ça? Eh bien, dans les instances représentatives où nous sommes, et puis également auprès des pouvoirs publics, puisque nous avons une fonction, entre autres, de plaidoyer qui nous permet de porter des préoccupations qui ont été identifiées à partir de problématiques communes et que nous portons au niveau des pouvoirs publics. On peut parler, par exemple, en ce moment, on essaye de travailler sur un plaidoyer pour les élections municipales. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, les communes, les intercommunalités ont des compétences pour la santé. Ça ne se voit pas toujours, c'est pas toujours évident, mais la prévention fait partie également du parcours de santé. Donc, cette journée prend tout son sens dans l'engagement, dans le partenariat, bien sûr. Monsieur Allot l'a précisé, ça a été co-construit entre l'ARS, la CRSA et France Asso Santé. Je remercie toutes les personnes qui ont été encore bien plus actives que je ne l'ai été pour la construire, la co-construire, et j'espère qu'elle répondra à toutes vos attentes. J'insiste beaucoup, et parce que ça me tient beaucoup à cœur, que le partenariat aussi, c'est croiser des regards, c'est croiser des points de vue, c'est échanger sur les façons de percevoir les choses pour faire de la connaissance augmentée. Et je pense que le système de santé ne peut que mieux s'emporter, et donc le parcours des patients aussi. Voilà, mon introduction est terminée. Je passe la parole, je prends Monsieur Allou. Ah, Monsieur Allou, ah, Monsieur Olivier, pardon. Effectivement, Monsieur Olivier, on ne vous voit pas encore à l'écran, en tout cas côté agence. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous êtes en capacité de réagir? Oui, oui, vous m'entendez? Parfait. Oui, oui. Donc, je vous vois, donc il n'y a pas de problème. Écoutez, je ne vais pas être très long, hein, simplement pour rappeler la genèse effectivement de cette manifestation. On avait identifié effectivement conjointement avec France Asso Santé, et je dirais avec le concours aussi de la présidente de la commission des usagers de la CRSA, Francine Lègue, que je salue, le besoin de mettre en avant les expériences, des pratiques aussi autour de l'engagement, de la participation des usagers et autour aussi du partenariat qui pourrait se nouer, qui se noue avec à la fois dans les politiques de santé avec les élus, également sur le terrain de la santé entre les professionnels et les usagers. Et donc, c'est un point qui nous a paru important de développer. Et cette journée est un petit peu est autour de l'idée de partager effectivement ces expériences. On est convaincu qu'à travers cela, c'est aussi l'idée de faire progresser le droit et l'implication des usagers, notamment dans leur parcours. C'est un besoin aussi du système de santé parce que son amélioration passe par l'implication, la participation et l'engagement des personnes qui sont concernées elles-mêmes par les sujets de santé et d'accompagnement. Et puis, ça va aussi dans le sens de l'amélioration de ce système de santé, de sa qualité. Et puis aussi, pour les professionnels, il nous semble que c'est un facteur important de qualité de la vie parce que ça contribue aussi à donner du sens dans un contexte qui n'est parfois pas difficile. Donc, merci à tous pour votre engagement et je voulais saluer effectivement nos intervenants et je pense en particulier notamment à Christian Saout qui va nous donner effectivement cette approche de la HAS, laquelle je pense fait beaucoup pour justement populariser, je m'excuse du terme, mais l'engagement des patients auprès des différentes composantes du système de santé, mais également tous ceux et celles qui vont nous faire part de leur expérience. Et encore une fois, je voulais aussi remercier France Asso Santé, puisque pour nous, c'est un travail en partenariat très fort, mais rien ne se fait sans notre commission des usagers de la CRSA. Et je la remercie pour sa discrétion et sa totale efficacité. Et merci bien sûr à toute l'équipe de l'ARS qui a préparé à nos côtés cette journée. Voilà, merci à tous et bon travail en commun.
Merci, Monsieur Olivier, et merci à tous, à toutes et à tous aussi pour votre présence nombreuse. Un mot rapide, je voulais proposer précédemment pour balayer ensemble notre programme. L'ouverture, elle est faite. Nous allons donc enchaîner ensuite, vous allez le comprendre assez vite, sur le fil conducteur de notre matinée. Ça va être d'écouter, de partager autour des expériences, des apports des uns et des autres, de nos experts et représentants. Christian Saoud, je vais lui passer la parole dans quelques instants. Mais on va avoir d'autres intervenants qui vont venir illustrer la façon dont ils se sont emparés de cette question, dont ils la font vivre dans leurs établissements et circonstances du système de santé. Nous avancerons pas à pas vers les notions de participation que M. Saoud va nous présenter, vers les notions d'engagement et de partenariat, avant de partager sur des retours d'expérience et de conclure ce webinaire avec un dernier retour d'expérience qui est celui de Jean Wills, qui est présent avec nous ce matin, qui est président de la CSDU d'Île-de-France, parce que l'esprit de cette journée était aussi de faire un webinaire pour les instances de démocratie en santé, pour les membres de la démocratie en santé en Bretagne. Et donc, outre des représentations de circonstances portées par les acteurs, ça nous semblait aussi intéressant de vous donner à voir ce que d'autres instances de démocratie en santé font de ces enjeux, de ces questions, comment elles s'en emparent. Voilà. Donc, sans plus attendre, et je le remercie aussi pour sa présence, sa participation, son appui lors de nos travaux préparatoires, je vais céder la parole à Monsieur Saoud, qui va prendre un temps pour camper un peu le décor de ces sujets, de ces enjeux, et nous donner une vision partagée, une compréhension partagée de ces questions pour nos instances et acteurs. Monsieur Saoud, c'est à vous. Merci beaucoup pour tous ces mots d'introduction. Vous pourrez le voir dans le diaporama, je ne suis pas un as de la bureautique, des fois dans les diapos, il y a des copier-coller qui traînent, j'espère que ça ne va pas trop vous encombrer. L'équipe de Rennes a entrelardé en quelque sorte mon propos avec des questions en forme de quiz, à la fois pour voir si vous suivez et aussi pour donner un petit côté peut-être un peu plus dynamique à la présentation, parce que les webinaires, faut toujours soutenir l'attention et la participation des uns et des autres. On va passer à la première diapositive, si vous voulez bien, parce que je n'ai pas la main. L'introduction pour redire des choses qui sont... Là, c'est le plan qui s'affiche. Donc l'intro, je vais dire quelques mots, je vais donner quelques rappels qui sont très très importants. Je dirai quelques mots de participation, engagement et partenariat, parce que souvent on mélange beaucoup de choses. Je parlerai de la reconnaissance inachevée du partenariat en santé par rapport à la représentation, notamment qui a fait l'objet de beaucoup de travaux législatifs et réglementaires. Et puis je vous parlerai des perspectives de régulation du partenariat et des patients partenaires, parce que probablement, il y a des raisons pour qu'on y mette collectivement notre nez pour tempérer un certain nombre d'inquiétudes et encourager certaines ardeurs. Quelques mots d'introduction pour vous rappeler que, j'allais pas dire que tout commence en France en 2002 avec la loi Kouchner, parce que c'est pas tellement un commencement, c'est plutôt un aboutissement après une série de crises sanitaires que vous avez peut-être en mémoire, une série de maladies nosocomiales, des crises dans le domaine du sang contaminé, des crises dans le domaine des médicaments, et qui provoquent ces états généraux de la santé dont va découler la loi Kouchner, qui fait un lien entre démocratie sanitaire et qualité du système de santé. C'est son titre d'ailleurs, hein, loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Et son titre 2 tient d'ailleurs en ces deux mots, démocratie sanitaire. Donc c'est un texte qui fait le lien entre ces deux éléments et qui organise un mécanisme de représentation des usagers, qui figure dans la loi en disant « Seules les associations agréées représentent les usagers dans les instances hospitalières et de santé publique », et notamment dans les commissions des usagers que vous connaissez bien et dans les CRSA que vous connaissez bien aussi. Donc, il y a un choix qui est fait dans la loi Kouchner en faveur de la représentation, confiée pas à tout le monde, confiée à des associations qui ont un agrément pour siéger. Mais bon, vous savez les uns et les autres que quand on veut changer les choses, il ne faut pas seulement de la représentation. Il faut aussi autre chose que des plaideurs, il faut des partenaires, des gens qui ne présentent pas seulement des intérêts personnels, mais partagent des intérêts collectifs
dans la réalisation d'actions concrètes, de projets concrets, de programmes concrets. Il faut aussi des partenaires pour changer les choses. Et c'est un petit peu ça le sujet de notre réunion d'aujourd'hui, l'articulation entre la représentation des usagers d'un côté et la participation des usagers de l'autre côté. Vous avez compris, la représentation, elle est très légale, elle a bénéficié de beaucoup de travaux législatifs. La participation, c'est un petit peu différent. C'est surtout des pratiques, des recommandations de bonnes pratiques, des travaux de sociétés savantes, des publications qui montrent comment ça peut se pratiquer et se faire. La diapositive suivante, c'est pour vous donner un rappel physique sous la forme de ce tableau, qui est d'ailleurs pas très, très bien fait, mais peut-être que pour clarifier les idées dans les esprits des uns et des autres, il faut se dire qu'il y a un ordre délibératif, celui des représentants des usagers, et un ordre participatif qui, lui, est ouvert à tout le monde, hein. Il n'y a pas encore de réglementation, il y a beaucoup de pratiques, comme je l'ai dit, et le but de ces pratiques, c'est d'offrir aux usagers un pouvoir d'agir individuel ou collectif dans des actions, des programmes ou des projets d'amélioration de la qualité des soins ou encore des projets d'amélioration de l'offre de soins. Et donc, je les ai classés comme ça en deux ordres, l'ordre délibératif et l'ordre participatif. Vous attachez pas trop aux mots, c'est surtout pour comprendre qu'il y a deux blocs, un monde qu'on appelle le monde de la représentation et un deuxième monde qui est le monde de la participation. La diapositive suivante, c'est pour essayer de aller un peu plus loin, parce que tous ces termes-là sont évidemment des termes qui sont parfois un peu flottants. On ne sait pas toujours exactement ce qu'on veut dire. Et puis, il y a des usages dans les domaines. Par exemple, participation, vous verrez que c'est un terme qui est plus utilisé dans le domaine social et médico-social. On parle volontiers de participation des personnes agréées. D'ailleurs, il y a une résolution du Haut Conseil du travail social qui est très éclairante, qui s'intitule « Ne nous appelez plus usagers ». Et évidemment, quand on parle d'engagement, ça ne leur parle pas parce que l'engagement, c'est un terme qui est utilisé dans le domaine sanitaire. Je fais référence notamment à une revue de bibliométrie qui a montré en 2017 que quand les articles scientifiques sur la participation des usagers étaient indexés dans le domaine sanitaire, ils étaient indexés sous le mot engagement. Alors il se trouve qu'en plus, vous savez que ces articles sont souvent rédigés en anglais et que les deux termes se superposent assez bien. En anglais et en français, c'est le même terme, à la différence d'empowerment qu'on ne sait pas comment traduire trop en français. Alors, le partenariat, c'est une des modalités de la participation et de l'engagement. Évidemment, il n'y a pas que ça dans la participation, hein. Il y a la collaboration, il y a la consultation. On le verra tout à l'heure avec un peu plus de détails. Mais voilà la première mise de jeu que je voulais faire dans cette communication d'ouverture sur ces premiers aspects. Et je crois que c'est l'heure du quiz, ou la minute du quiz. Je crois qu'on vous a invités tous à participer. C'est bien cela. Quelqu'un devait prendre la parole, mais... Le quiz est en train de se lancer, monsieur Saoud. Pardon. Non, c'est rien. Il faut savoir qu'il y a toute une régie qu'on a organisée. Et du coup, nous, de ce côté-ci de l'écran, on voit juste la question numéro 1, c'est tout ce qu'on voit. Ah, très bien, pardonnez-moi. Moi, je vois pour référence la pastille de notre retour ici. Ah, d'accord. C'est bon. Est-ce que vous avez bien reçu la question? Le taux de réponse. Ça avance. Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu la petite fenêtre contextuelle de questions? N'hésitez pas à nous le dire. Monsieur Olivier, vous ne l'avez pas eu? Non, je ne suis pas le seul, je crois. Alors ça, monsieur Olivier, c'est parce que vous avez un statut de présentateur. Vous êtes privilégié, considéré comme ayant déjà un niveau de connaissance important. Alors, on me dit en coulisses que
Vous êtes plusieurs à ne pas l'avoir reçu, semble-t-il. On va essayer de résoudre ça pour la prochaine question. N'hésitez pas à nous dire, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, si vous avez un environnement informatique un peu particulier, tablette, Mac, que sais-je. Il y a peut-être des questions d'ordre technique hein, qui limitent à cela. Est-ce que... On affiche les... On peut afficher les résultats. Allez, on a eu un taux de retour assez important déjà, il me semble. Ok, et est-ce que vous publiez les résultats du quiz tout de suite ou à la fin? On doit les publier maintenant. Oui, je suis dans... La question numéro 1, c'est bon. Alors, vous voyez, résultat là, Voyez-vous les résultats dans apparaître la conversation. dans la conversation? Bon, Romuald, d'ailleurs, voilà, c'est Ah, on voit quelques pouces. Est-ce que vous les voyez? Romuald, non. Non, Monsieur Pilet, vous les voyez pas. C'est dans la petite conversation qui se situe à droite, sur le bandeau Ah oui. à droite de votre écran. Bah, alors, on va donner les résultats. Donc, 87% ont répondu des personnes issues d'associations agréées. 11% des personnes issues d'associations non agréées et 3% des personnes qui n'appartiennent pas à des associations. Très bien. alors, c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est vrai que pour la CRSA, c'est pas toujours des associations agréées parce que la composition de la CRSA est établie par un décret et qu'elle prévoit notamment que les associations du domaine social et médico-social qui n'ont pas l'agrément sanitaire fassent partie de la CRSA. Donc, c'est un peu une exception. Donc, probablement, il y a une partie des personnes qui ont répondu à juste titre qu'il y avait des associations non agréées dans des organismes de démocratie sanitaire, parce que la CRSA en est une, mais par exemple dans les CDU, ce n'est pas le cas. Hein. Dans les CDU, c'est que des associations agréées, et donc, en principe, dans toutes les institutions spécialisées, c'est des associations agréées. Donc, c'est pas complètement faux, mais bon, quand même, l'essentiel des gens ont compris que ce n'était pas des associations non agréées, des simples personnes, pardon, et que c'était bien des associations de toute façon qui siégeaient. C'est des personnes morales, même si elles sont représentées par des personnes physiques. Et dans les plus grands nombres de cas, c'est des associations agréées du système de santé. Et par exception, parfois, effectivement, c'est des associations à caractère social ou médico-social et qui n'ont pas besoin d'agrément puisqu'il n'y a pas d'agrément social et médico-social, sauf si on a envie de demander, on peut aussi l'obtenir. On va passer à la diapositive suivante sur participation, engagement et les avantages de la participation. Il y a d'abord un premier avantage, c'est de faire société. Vous savez qu'on dit tout le temps partout, comme une espèce de mantra, que on est dans un monde d'individualisme et que ça a pris le pas sur le souci des autres. Eh ben, la participation des usagers en santé, c'est une manière de faire société ensemble, en essayant de faire tomber les barrières entre ceux qui sont supposés savoir de manière scientifique et ceux qui sont traités comme on a pu l'être traité. Nous, les usagers, pendant longtemps, on disait que nous avions des savoirs profanes. Aujourd'hui, grâce à des travaux d'universitaires, on apprend qu'on a des savoirs expérientiels. C'est déjà un peu mieux, mais on a tous des savoirs et on essaie de les négocier pour faire société. C'est aussi une façon d'aider à l'autonomie et à l'autodétermination des personnes. Quand on a un mécanisme de père aidant ou de patient partenaire, ça aide aussi parfois à dépasser une vision un peu binaire de l'autonomie ou de l'autodétermination. Ça aide à soutenir des personnes pour faire leurs choix et ça, c'est extrêmement important. C'est aussi une modalité de contribution à la formation de la valeur en santé. Quand on fait participer des usagers à des actions, à des programmes ou à des projets, ça apporte de la valeur. Vous savez que c'est un thème assez récent en économie de la santé, celui de la valeur en santé. Et il y a de nombreux travaux qui ont montré que la participation des usagers, ça a apporté un plus et qu'on pouvait mesurer ce plus. Et notamment les sciences sociales se sont attachées à mesurer l'effet de la participation des
patients et décrivent la participation comme le médicament vedette du XXe siècle. Donc, ça a autant de place peut-être pour eux qu'un médicament. Enfin, c'est aussi une démarche soutenante pour les professionnels de santé qui, dans les articles qu'on peut lire, témoignent que cette stratégie participative redonne du sens aux soins, que ça favorise le travail en équipe et que ça leur offre aussi du ressourcement dans leurs engagements. Et c'est aussi très, très important. Bien sûr que la participation des usagers, ça fait du bien aux personnes malades, aux patients, à ceux qui les accompagnent quand ils s'inscrivent dans ces programmes et dans ces projets. Mais ça apporte aussi du soutien aux professionnels de santé qui peuvent dialoguer avec les personnes qui travaillent dans ces projets, ces programmes. C'est notamment le cas dans l'éducation thérapeutique du patient, où de nombreux programmes d'éducation thérapeutique sont construit avec des usagers du système de santé, avec des patients ou avec des proches de patients. Et puis, je le redis, la participation, c'est pour résoudre une difficulté organisationnelle ou pour améliorer la qualité des soins. On ne fait pas du partenariat pour faire salon. On fait du partenariat pour résoudre une difficulté, résoudre un problème. Et ça, c'est important parce que sinon, on va se mettre à appeler partenariat ou un peu tout, alors que ça a un but, entre guillemets, de corriger une difficulté du système de santé. La diapositive suivante, je vous ai remis ce qu'on appelle le continuum de l'engagement. C'est un effort théorique qui a été accompli par une scientifique qui s'appelle Christine Karman et qui a fait figurer sur ce schéma qu'a publié la HAS le continuum de l'engagement en santé. Le premier point, c'est l'échange et le partage d'informations. Si on ne fait pas cette première marche, on aura du mal à faire les suivantes. Et puis, on peut aller un peu plus loin que l'échange et le partenariat d'informations. On peut faire de la consultation, c'est-à-dire demander aux gens de donner leur avis. Et puis, on peut aller encore plus loin, faire ce qu'on appelle de la collaboration. On travaille ensemble. Et puis, on peut encore aller plus loin, on est partenaire. Là, non seulement on travaille ensemble, mais on dirige ensemble l'action, le programme ou le projet. On va détailler un petit peu tout ça dans la diapositive suivante pour donner quelques illustrations du continuum de l'engagement. Bon, informer, on l'a dit, c'est la base. Bon, on a fait beaucoup d'efforts en France pour améliorer l'information des usagers, même s'il y a encore des difficultés pour passer du scientifique au langage commun, s'il y a des difficultés en raison des vulnérabilités d'un certain nombre de personnes pour accéder à l'information, et puis qu'on ne comprend pas toujours quels sont les critères de la littératie en santé pour l'améliorer, etc. On a développé quand même des langages adaptés, le facile à lire, à comprendre, la communication alternative à avancer. Donc, tout ça, c'est la base. Il faut absolument résoudre. Voilà, on ne fera ni collaboration, ni consultation, ni partenariat s'il n'y a pas un partage d'informations à la base. La consultation, c'est quand on donne son avis. C'est l'établissement ou le service de soins qui reçoit cet avis. Et il n'est pas tenu de dire s'il en a pris en compte ou comment il en a pris en compte. C'est probablement la difficulté des outils de consultation quand il n'y a pas d'outils de retour vers ceux qui ont donné leur avis. Ça reste au fond assez vectoriel, dans un seul sens. Les personnes donnent leur avis, mais au fond, ils ne savent pas ce qu'on a fait de leur avis. Mais c'est déjà un peu mieux. On consulte les personnes pour connaître leur avis. Le point suivant, c'est la collaboration. C'est un peu plus loin que les deux premières étapes. C'est la participation à un groupe de travail ou à un comité de pilotage. Je crois que vous êtes nombreux dans l'auditoire à avoir eu ce type de possibilités dans le cadre d'un projet ou d'amélioration de la qualité. C'est le service ou l'établissement qui est l'initiateur, ce n'est pas les patients. Les patients sont de simples participants sans un rôle particulier dans la gouvernance du projet, de l'action ou du programme. Bon, si vous entendez un son un peu strident, c'est l'alarme qui vient de se déclencher dans l'immeuble de l'HAS, donc ne vous inquiétez pas de trop. Quatrièmement, le partenariat, ça va évidemment beaucoup plus loin. On parle de co-construction, de co-décision, de co-mise en œuvre et même de co-évaluation et parfois de co-responsabilité. Bon, tout ça est encore parfois un peu flottant. Les termes sont en tout cas assez clairs.
Il s'agit du partage de la décision, du partage de la mise en œuvre, du partage de l'évaluation et d'une responsabilité partagée par l'ensemble des partenaires sur l'ensemble du processus. Ça ne dépouille pas les professionnels de santé de leurs compétences ou de leurs pouvoirs, mais ça partage la responsabilité du projet, du programme ou de l'action entre les différentes personnes. On va regarder un petit peu comment tout ça peut jouer dans les différentes étapes. Dans l'information, il est clairement recommandé que les outils d'information comme les aides à la décision partagée, par exemple, ça soit co-construit avec des bénéficiaires potentiels. On sait que c'est beaucoup plus efficace quand c'est co-construit avec des personnes que quand c'est fabriqué par une seule personne pour des gens. C'est mieux quand c'est fait avec que quand c'est fait pour. Quand c'est fait pour, c'est déjà bien, mais quand c'est fait avec, c'est quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait à l'HAS quand on a fait des documents d'information sur les nouvelles techniques de dépistage de la trisomie 21 ou dans le domaine de la reconstruction mammaire. On les a fait avec des groupes de personnes concernées. Alors évidemment, ça prend toujours un peu plus de temps, c'est vrai. Ça prend plus de temps parce qu'il faut demander l'avis des personnes, il faut s'ajuster les uns aux autres, il faut se mettre d'accord sur la traduction d'un terme scientifique dans le sens commun, mais au final, le document d'information ou l'action d'information est mieux comprise de tous. C'était l'idée que la participation, ça peut être un adjuvant de l'information, de la consultation ou de la collaboration. Ça ne transforme pas l'information, la consultation et la collaboration en partenariat, mais ça peut être un adjuvant extrêmement important. Je prenais le premier exemple des documents qui sont co-construits avec les personnes concernées. Mais c'est pareil pour les questionnaires d'ailleurs. S'ils sont co-construits avec les gens, c'est quand même beaucoup mieux. S'ils sont testés auprès des gens, c'est beaucoup mieux. Le deuxième point, c'est dans la consultation. C'est quand même mieux si on restitue les résultats aux gens qu'on consulte, parce que sinon, on va user le mécanisme de la consultation. À force de ne pas restituer les résultats aux gens, les gens vont dire, mais à quoi ça sert que je réponde à des questionnaires ou que je vienne participer à des réunions où on ne tient pas compte de ce que je dis. Les démarches de consultation, leur succès dépend beaucoup de la dynamique de participation plus ou moins poussée dans laquelle on tient les destinataires de ces questionnaires. Si les questions n'ont pas de sens pour eux, ils n'y répondront pas et ils n'y répondront plus un jour. Donc, faire aussi extrêmement attention. Et diapositive suivante, je vais un exemple dans le domaine de la collaboration. L'Académie française définit la collaboration comme le fait de travailler avec une ou plusieurs personnes à une œuvre commune. Évidemment, il peut y avoir plusieurs intensités dans la collaboration. Si on prend par exemple le monde de l'enseignement, et qu'on prend la participation des patients à des enseignements, notamment de médecine, par exemple, le patient, il peut venir faire un témoignage. Évidemment, c'est mieux que rien, mais il peut faire beaucoup plus. Il peut aussi faire cours à partir de ses savoirs expérientiels dans la maladie ou de ses savoirs expérientiels construits avec des partenaires qui vivent la même difficulté que lui. Et puis, on voit aussi des patients qui sont inclus dans des équipes pédagogiques, c'est-à-dire qui participent à la construction des DU, qui participent à la construction d'un certain nombre d'enseignements. On en voit même dans des jurys d'évaluation des étudiants. Donc voilà, la collaboration, ça peut aller un peu plus loin que simplement demander à un patient de venir témoigner dans une formation. Donc ça, il faut quand même avoir présent à l'esprit que euh, la participation des usagers, c'est un adjuvant important dans l'information, dans la consultation et dans la collaboration. Diapositive suivante, c'était un petit quiz sur les composantes du continuum de l'engagement. Alors, peut-être qu'avant cette pause imposée par l'alerte incendie, vous vous souvenez, il y avait 4 composantes dans le continuum de l'engagement. Dans la question numéro 2, on en a remis 5 à l'écran. Il y en a un de trop. Lequel? C'est ça la question qui vous est posée et qui, en principe, doit être lancée par le même mécanisme que tout à l'heure. Alors, normalement, vous allez voir la fenêtre apparaître. Maud, viens, prends place avec nous. Vanessa. De Vanessa, pardon. Toutes ces- C'est bon.
Allez, on a 25 réponses pour l'instant. Ah, voilà, 40. Ah oui, il y a un petit temps de latence sur la mise à jour. Très bien. On a des réponses directement dans dans le fil. Oui. Pour ceux qui ne voient pas le... Mais c'est très bien, vous avez raison. On a dû mettre la question en conversation, je pense. Ok, est-ce que tous les répondants ont trouvé un moyen de participer à ce petit quiz? Ou est-ce qu'on se donne encore quelques instants? Euh, N'hésitez pas, si vous avez des difficultés, à nous le dire par écrit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui répondent dans la consultation, oui. Dans la conversation. Dans la conversation, oui. Ouais. C'est inspirant, c'est aussi une démarche partenariale pour le coup. C'est pour ceux qui ne voient pas la question. Bon, je vois que Joël et Loïc ont répondu dans la colonne de conversation. Bien, on a une cinquantaine de réponses. Monsieur Saoud, peut-être qu'on peut... Oui, on peut les afficher quand même. On va pouvoir afficher maintenant. Alors, on va essayer de lancer l'affichage. Roulement de tambour. C'est déjà affiché dans la conversation. Oui. Mais on peut essayer de vous le porter. Ah oui, tu fais en copie d'écran, oui, d'accord. Oui. Vous le voyez, vous, monsieur Saoud, le résultat? Non, je vois pas le résultat, mais c'est pas grave, vous allez le donner. Alors, le temps que ça s'affiche, en effet, on Quel a était eu... l'élément en trop? Ah, l'élément en trop, c'était contribution. On a 76% de nos répondants, je n'ai pas le chiffre exact, là, je vais le voir dans quelques instants, qui ont donc répondu que l'élément en trop était contribution. Et on a quelques pourcents qui se répartissent sur les autres propositions qui, vous l'avez compris par défaut, étaient celles qui sont bien constitutives de ce continuum. Voilà. Ok. Vanessa va vous voyez dans la conversation les résultats consolidés. Vous devez les voir apparaître maintenant. Bah, c'est parfait. Parce qu'en fait, la contribution, c'est la réponse à la consultation. Donc, c'était un peu biaisé comme question, mais c'était pour bien vous aider à repérer les 4 éléments saillants du continuum. Et en même temps, vous voyez bien, quand on dit continuum, tout ça, c'est une démarche progressive qui part du niveau le plus inférieur, qui est l'information, le partage d'informations, jusqu'au partenariat. Mais effectivement, il peut y avoir plusieurs modalités dans ce continuum. On met très souvent en exergue ces 4 éléments: partage d'informations, consultation, collaboration, participation. C'est une mise en exergue, hein. Les choses, elles peuvent être évidemment beaucoup plus mélangées. Et la participation peut être un adjuvant à l'information, à la collaboration, à la collaboration, à la consultation, mais la participation, c'est le mécanisme le plus poussé de l'engagement. C'est ce qu'on appelle, nous, ici à l'HAS, l'étalon or de l'engagement. C'est le niveau supérieur dont on sait par un certain nombre de travaux scientifiques, notamment en sciences sociales, qu'il est le plus productif de changement, le plus productif d'ajustement. Donc, si on veut gagner en amélioration de la qualité des soins, si on veut gagner en adaptation de l'offre, c'est pas en passant par le partenariat qu'on peut le plus changer les choses. Donc, je voulais maintenant aller sur la diapositive suivante, qui est la 3.6, sur le partenariat. Pourquoi est-ce que nous, on le définit comme un étalon or de l'engagement? Parce qu'il est le plus producteur de commun. C'est la reconnaissance d'abord de principes d'action partagés. Dans un travail qui a été fait par le Centre opérationnel du partenariat en santé en Occitanie, qui est le seul de cette nature en France, même si par ailleurs il y a les services régionaux
d'appui qui produisent aussi des éléments. Ils ont fait 7 réunions qui s'appelaient des réunions de culture partagée entre 400 professionnels et patients. Et ils ont identifié les mots-clés du partenariat en santé: respect, confiance, bienveillance, solidarité, humanisme, confidentialité, tolérance, transparence, qui sont les mots ressentis par les participants comme faisant partie de leur socle commun, sans lequel on peut difficilement imaginer un partenariat de projet ou d'action. Il se trouve que c'est aussi les valeurs du soin telles qu'elles sont identifiées par des philosophes comme Cynthia Fleury, Céline Lefebvre ou Frédéric Worms dans leurs travaux sur les domaines de la croisée de la philosophie et de la santé. Donc, c'est assez fort, ce ressenti commun de culture partagée. Les principes du partenariat sont assez proches des valeurs du soin. Donc, c'est un élément assez important. Le deuxième élément important qui fait que c'est un étalon or, et pardonnez-moi pour le diaporama qui a un copier-coller qui s'est mal placé, c'est la recherche d'un dialogue non hiérarchique. Ça, c'est extrêmement important. C'est l'idée de parité dans les savoirs, que les savoirs professionnels et les savoirs expérientiels des usagers doivent être mis au même niveau. Il n'y a pas de position de surplomb dans le partenariat. Il n'y a pas l'un qui sait, un qui dirige et l'autre qui subit. Tout le monde sait. Et les connaissances de tout le monde participent à la construction d'une action ou d'un programme en commun. Et puis, troisième élément, c'est le respect des principes cardinaux du partenariat, dont j'ai dit quelques mots tout à l'heure: co-construction, co-décision, co-évaluation. Dans la perspective de travail de l'HAS, dont je vous parlerai à la fin de cette présentation, peut-être que on fera évoluer ça, mais en tout cas, c'est le socle important. On entend aussi parler beaucoup de co-responsabilité, mais moi qui suis juriste, j'ai un petit peu de mal. Peut-être co-responsabilisation, ça serait intéressant, mais en tout cas, garder en tête cette idée de co-décision, de co-construction et de co-évaluation. Et puis, c'est se tourner vers une méthode qui est une méthode qu'on appelle la méthode de projet, qui est très, très connue dans les sciences de gestion, parce que sinon, on va faire des partenariats qui ne seront pas vraiment des partenariats, qui sont des espèces de faux semblants. Et il faut faire extrêmement attention à ça, parce que les mauvais partenariats vont chasser les bons. Et il faut vraiment, si on veut sauver le partenariat, il faut être très, très rigoureux sur les méthodes et les principes cardinaux du partenariat. Ces 3 principes de co-construction, co-décision, co-évaluation, et le principe de méthode de projet. Alors, on n'a pas le temps ici de développer la méthode projet, mais la méthode projet, ça commence par le diagnostic partagé. Si on n'est pas d'accord sur le problème de départ, et si on n'est pas d'accord sur le constat, le contexte, les éléments qui constituent la problématique que l'on veut traiter, on n'ira pas plus loin. Donc ça, c'est vraiment des éléments tout à fait essentiels. Donc, cette idée, elle est très, très importante, qu'il y a un continuum de l'engagement, que dans ce continuum, il y a évidemment plusieurs étapes, mais gardez à l'idée que le partenariat est l'étape qui produit le plus d'effets de transformation du soin ou de transformation d'une action sanitaire ou d'un programme de santé. Maintenant, je vais partir dans les diapositives qui vont suivre, notamment la 4, sur le débat qui nous occupe aujourd'hui autour de la reconnaissance du partenariat et notamment du mécanisme des patients partenaires. Le partenariat, ce n'est pas non plus complètement nouveau dans le système de santé. Bon, d'abord, il y a la délégation, qu'on connaît notamment bien dans le social et médico-social, mais aussi dans le sanitaire, avec des groupes de coopération sanitaire. C'est de la délégation. La puissance publique délègue à une organisation privée ou mixte, privé-public, la réalisation d'une mission dont le récipiendaire devra rendre compte. Et puis, il y a déjà eu par le passé des mécanismes conventionnels. Il y a une circulaire de la DGOS qui prévoit que des conventions puissent être passées entre les établissements de santé et des associations. Je crois que c'est une circulaire de 2006 ou de 2004, je ne sais plus très bien. Bon, il n'y a pas de bilan de ces conventions passées entre les établissements et les associations. D'ailleurs, le plus souvent, il n'y avait pas de convention. Peut-être que Jean-Ville s'en parlera mieux que moi, mais dans les périodes de lutte contre le sida, les associations faisaient des permanences à l'hôpital.
le plus souvent, il n'y avait pas de convention de partenariat entre l'association et l'hôpital. Donc, c'est un mécanisme qui avait été prévu par une loi, mais qui n'a pas vraiment été complètement suivi. Mais on aurait pu imaginer que le partenariat se fasse par la voie de convention. Et puis, il y a quelques efforts qui ont été faits en France pour développer le partenariat, notamment dans la loi HPST de 2009, où les programmes d'éducation thérapeutique peuvent être initiés par des associations si des professionnels de santé sont également présents dans le programme d'éducation thérapeutique. Donc, c'est une assise législative du partenariat. Les médiateurs de santé sont également dans la loi de modernisation du système de santé, dans la loi Touraine, et c'est la possibilité pour des personnes qui ont traversé des difficultés de santé de devenir médiateurs de santé dans un centre de santé. Et c'est notamment le cas dans les centres de santé communautaires, mais il y a un certain nombre d'endroits où ces médiateurs ont trouvé une réalité. Et puis, il y a d'autres mécanismes de partenariat, comme les pairs aidants, par exemple, qui sont validés par de nombreuses publications scientifiques, et puis des recrutements dans les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, et surtout, à la vérité, dans les établissements de santé mentale, où ce type de partenariat avec des pairs aidants s'est considérablement développé. Et puis, il y a une démonstration scientifique qui s'est imposée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle de Montréal, qui a été développé à Montréal, donc par la faculté de médecine et une série de personnes qui en étaient les initiateurs, qui avaient même d'ailleurs tenté de l'implanter en France et qui n'y sont pas parvenus. Et ils ont réussi à le faire reconnaître, à le faire valider avec un niveau scientifique élevé et un niveau de traduction concrète élevé, avec un centre sur le partenariat qui était dédié au développement de ce modèle. Donc, c'est celui qui aujourd'hui fait le plus école. La question qui est à discuter, c'est est-ce qu'il faut faire un copier-coller du modèle de Montréal pour l'implanter en France ou est-ce qu'il faut l'adapter? La réponse est probablement qu'il faut plutôt l'adapter parce que au Québec, il n'y a pas de mécanisme de représentation des usagers, alors qu'en France, nous avons un mécanisme de représentation des usagers. Puis la deuxième différence, c'est qu'en France, nous avons beaucoup d'associations de patients, ce qui n'est pas le cas au Québec. Donc, il faut toujours se méfier de ces modèles, non pas des modèles en eux-mêmes d'ailleurs, mais de la capacité qu'on peut avoir à les copier-coller pour les mettre dans un autre monde. Et probablement, il faut des adaptations pour un pays comme le nôtre. Diapositive suivante, c'est pour vous dire que cette question du partenariat en santé et des patients partenaires est aujourd'hui un changement qui est réclamé de tous côtés. Dans, on va dire, la décennie qui vient de s'écouler, on a vu plusieurs institutions s'exprimer en faveur des patients partenaires ou du partenariat en santé. C'est le cas du Conseil national de l'Ordre des médecins qui a publié un rapport sur le sujet. C'est le cas de l'Académie de médecine qui a aussi publié un rapport sur le sujet. C'est le cas de la Direction générale de l'offre de soins et de la Direction générale de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation nationale qui ont produit un guide sur la participation des patients dans les enseignements de faculté de médecine. C'est le cas aussi de la Délégation générale à la langue française qui travaille en ce moment, qui s'est saisie d'une définition de ce qu'on appelle les patients partenaires. Donc, ce n'est pas complètement anecdotique que des institutions qui sont des institutions publiques ou chargées d'une mission de service public ou des institutions indépendantes comme l'Académie de médecine se posent cette question-là. Deuxième observation, c'est qu'on voit bien quand on regarde notre système de santé tel qu'il est aujourd'hui se déployer dans les intitulés des services des établissements de santé les mots partenariat, direction des usagers et des partenariats en santé, direction des usagers et des patients partenaires. On voit même des recrutements de patients partenaires dans des établissements de santé avec des contrats d'emploi à durée déterminée ou indéterminée. Donc, on voit bien que dans les pratiques institutionnelles des services de santé, on modifie des intitulés de service ou on recrute des patients partenaires, c'est quand même le signe que les choses bougent. On trouve aussi pas mal de diplômes universitaires sur cette question des patients partenaires, que ce soit à Rennes, que ce soit à Nice, que ce soit à Paris. Il y a beaucoup de diplômes universitaires.
parfois d'ailleurs avec des contenus dont on ne voit pas bien la différence avec un DU d'éducation thérapeutique ou avec un DU de démocratie sanitaire. Les questions relatives au partenariat, les concepts sont probablement insuffisamment mis en avant dans ces DU. Il faudrait sans doute faire un effort pour qu'on voit bien la spécificité de ces DU et que les gens qui s'y inscrivent en tirent un profit sur la notion de partenariat et pas sur autre chose. Et puis, vous avez des publications dans des revues sur la façon dont les savoirs issus de l'expérience des usagers contribuent à la production de connaissances sur les politiques publiques. Honnêtement, c'était absolument impensable il y a une décennie. On a pu voir aussi, par exemple, que l'inspection générale des affaires sociales ou la Cour des comptes s'intéressaient à la façon d'inclure dans les évaluations publiques les savoirs expérientiels des patients et des usagers du système de santé. Donc, c'est un changement quand même assez considérable. 5e point, c'est pour la certification des établissements de santé. Il y a des critères dans la certification. Et il y a notamment un critère sur l'engagement en santé. Et la HAS a publié assez récemment une fiche critère dans laquelle elle détaille les choses qu'elle aimerait bien voir dans les établissements de santé au titre de l'engagement. Alors, aussi bien l'information, la consultation, la collaboration, mais aussi le partenariat. Donc, ce spectre du schéma de Karman est intégré dans le critère de certification des établissements de santé et sera pleinement mis en place dans la 6e itération de la certification qui commencera l'an prochain. Et puis, il y a une étude qui a été faite en marge d'un colloque international à Lyon sur le partenariat avec le patient, qui a rendu des conclusions qui ont été présentées au ministère de la Santé récemment sur les attentes des patients partenaires eux-mêmes, qui indiquent qu'ils trouveraient judicieux qu'il y ait une reconnaissance plus forte des patients partenaires, et à la fois dans des recommandations de bonnes pratiques et dans des éléments législatifs. J'en viens justement à la 5e perspective, la 5e diapositive, qui s'appelle « Quelle perspective de régulation ?» Il me semble à moi, c'est probablement personnel, mais c'est aussi partagé par beaucoup d'acteurs et c'est aussi partagé par des membres de la Haute Autorité de Santé. Le partenariat est souvent présenté comme un immense bouquet de roses. Alors, c'est vrai, il y a de très belles fleurs, mais vous savez que cette fleur elle a une caractéristique particulière. Personne n'a encore vu de rose sans épines. Et donc, il faut se prémunir d'un certain nombre de risques. Il faut qu'on comprenne bien que le patient partenaire n'est pas là pour remplacer un professionnel. On est un peu quand même étonné aujourd'hui de voir des lettres de mission de patients partenaires qui hésitent entre sous-infirmier, sous-assistant social. Bon, il y a un vrai métier de patient partenaire et il faut arriver à le déterminer pour pas qu'on se trompe. Parce que c'est pas en mélangeant les postures et en mélangeant les positions qu'on va non plus s'en sortir. Il y a un deuxième problème qu'on peut identifier, c'est qu'un certain nombre de patients partenaires s'établissent en ville. Alors aujourd'hui en ville, c'est pas forcément visser sa plaque, hein. C'est parfois être présent sur Internet en tant que patient partenaire pour donner des conseils à des personnes et des conseils rémunérés. On a quand même le sentiment que le modèle du patient partenaire élaboré à Montréal n'était pas fait pour fabriquer ça. Et c'est fait pour fabriquer du patient partenaire qui est dans un service, qui est dans une équipe. C'est pas pour ouvrir boutique en ville. Et il faut faire attention parce que ça peut être aussi un endroit rêvé pour des métiers mal balisés avec des effets peut-être pas toujours très positifs. Quatrièmement, on voit aussi la dissimulation d'intérêts promotionnels. On ne peut pas être tout à fait surpris de voir que des industries de santé ont développé des plateformes dans lesquelles on sont offerts des services de patients partenaires, notamment de pères aidants qui se revendiquent de l'appellation patient partenaire. Et là, il faut faire attention. Et puis les formations, je l'ai dit tout à l'heure, certaines ont un programme pédagogique ou un contenu pédagogique qui est assez loin du partenariat, qui est plus sur des généralités du type démocratie en santé, etc. Mais on n'est pas sur ce que c'est que le partenariat. Donc, il y a besoin de régulation par le biais de recommandations de bonnes pratiques ou par le biais d'éléments législatifs ou normatifs. Quels sont les 3 piliers d'une régulation potentielle? C'est ma diapositive suivante.
Bon, il y a d'abord un effort lexical pour essayer de définir ce que c'est des patients partenaires. Là, j'en écris un, il est de ma plume, il n'a pas plus d'importance que ça. Mais en tout cas, faut avoir un effort de définition parce que sinon, on va tout mélanger. Là, clairement, on dit que c'est des patients, des proches aidants ou des personnes confrontées à des défis de santé, mais il y a des personnes qui considèrent que des citoyens peuvent être aussi des patients partenaires, notamment quand on mène des politiques de responsabilité territoriale et qu'on peut être amené à faire participer des citoyens. C'est pas complètement faux. Moi, j'ai vu des établissements de santé, quand ils préparent leur projet d'établissement, font une consultation publique dans laquelle viennent des citoyens. Mais dans ces cas-là, ça n'est pas du partenariat, c'est de la consultation. Donc, une fois encore, tout dépend de la façon dont on se place dans la courbe de Karman. Est-ce qu'on est en train de faire du partenariat ou est-ce qu'on est en train de faire de la collaboration ou est-ce qu'on est en train de faire de la consultation? Deuxième point, il faut probablement qu'il y ait une feuille de route. Bon, je ne crois pas qu'on développera le mécanisme des patients partenaires ou le mécanisme des partenariats en santé, si ceux qui ont une mission d'administration publique, le ministère, les agences, les établissements et les services ne publient pas de feuille de route. Dans les établissements, par exemple, on sait qu'il y a un document qui s'appelle le projet des usagers. Ben, si on a envie de faire du partenariat, vaut mieux que ça soit dans le projet des usagers. Dans une CRSA, si on veut que le projet de santé, le projet régional de santé soutienne les patients partenaires, ben, c'est mieux qu'il y ait un point dans le projet régional de santé qui s'intéresse au développement des patients partenaires, qui disent comment on va le faire, comment on va y aller, etc. Pareil pour le ministère. Alors, il faut sans doute articuler droit et recommandation, c'est-à-dire la loi et les réglementations. Pour ceux qui ne sont pas juristes, mais qui vont le devenir en 2 secondes, le Conseil d'État définit les recommandations de bonne pratique de la HAS comme du droit souple, par opposition au décret ou à la loi qu'on appellera du droit dur, qu'on appelle du droit normatif. Donc on a à la fois besoin de normes juridiques, mais ça, c'est pas la HAS qui s'en occupera, c'est au pouvoir public de le décider. Et puis on a aussi besoin de recommandations de bonne pratique, et ça par contre, c'est le domaine de la HAS. Donc on publiera prochainement, j'espère qu'on va arriver autour du mois de mai ou du mois de juin 2026, à des recommandations de bonne pratique sur le partenariat en santé et les patients partenaires. Il y aura 5 documents, un document qui sera un document socle d'à peu près une trentaine de pages, dans lequel on va donner les généralités sur le partenariat en santé et sur les patients partenaires. Et puis, il y aura des fiches qu'on va appeler des fiches repères, je crois, si j'ai bonne mémoire, dans lesquelles on va traiter du patient enseignant, on va traiter du patient chercheur, du patient ressources et du patient pair, qui sont les 4 figures aujourd'hui qui se sont imposées un peu partout dans le monde comme étant des déclinaisons du patient partenaire. Donc c'est ça qu'on va fabriquer dans les mois qui viennent. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois qu'on a une dernière question quiz, Alors, si j'ai bonne mémoire. Alors, votre mémoire est très bonne, Monsieur Saout. La difficulté, par contre, qu'on rencontre, c'est qu'on a un petit peu glissé dans le déroulé de nos travaux pour ce matin. Donc, Vous voulez dire dans le timing, et donc on la supprime. Exactement, voilà.